Donc, n'hésitez pas à couper vos webcams. Merci. Je vous remercie beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis avec vous ce soir. Et je remercie les amis d'études celtiques, entre autres, d'avoir organisé cet apéro. C'était vraiment agréable de s'y retrouver, de vous y retrouver. Et ce soir, je vais vous parler de la construction de l'image du druide au fil des derniers siècles. L'image du druide en robe blanche et à longue barbe s'est répandue dans l'imaginaire occidental grâce aux empreintes digitales de l'histoire, enfant du romantisme, la bande dessinée, le cinéma, la littérature. Ce sont aussi les pratiquants du druidisme, vêtus de cette saie et arborant certains symboles, qui permirent à cette image de perdurer et d'être finalement celle qui domine lorsque nous évoquons les druides antiques. L'esthétique druidique participe de la construction de l'imaginaire celtique et breton, le druide étant perçu, à juste titre, comme central dans les tribus gauloises, donc personnage représentant à la fois la culture celtique et la culture gauloise dans son ensemble, dans un flou géographique et surtout temporel. La construction d'une esthétique druidique antique va de pair avec la construction d'une esthétique druidique contemporaine. Cette tenue, considérée comme celle du druide antique, est avant tout celle qui fut autorisée au XIXe siècle dans les groupes bardiques, la Gorses de Galles en tête, et dans les groupes mutualistes comme l'Ancient Order of Druids. Suivant l'évolution du mouvement, cette tenue cérémonielle a été adoptée par la quasi-totalité des groupes druidiques depuis le début du XXe siècle, chaque groupe y mettant sa touche dans un souci d'affirmation et de différenciation. Les druidistes permirent donc de rendre réel ce que l'imaginaire occidental et le romantisme avaient imaginé. N'est-ce alors qu'une question d'esthétique, d'identification à un personnage référence dans le cadre d'une construction identitaire et spirituelle, individuelle et collective? La création de l'image du personnage nous servira de base ce soir, à grand renfort de visuels, mais rassurez-vous, je vous épargnerai les plus connus, afin d'illustrer la construction d'une tradition culturelle et cultuelle récente appelée druidisme. Commençons donc par comparer la mode bardo-druidique et les témoignages des anciens. Dans un souci de clarté, il est nécessaire de rappeler que les pratiquants du druidisme n'ont rien en commun avec les druides antiques, si ce n'est une récurrence des références à ceux-ci dans leurs croyances et pratiques. Références le plus souvent non sourcées. C'est pourquoi dans ma thèse, j'ai employé le terme de druidiste pour qualifier les pratiquants du druidisme et ainsi ne pas les confondre avec les druides antiques. Je l'avais employé dans des conférences précédentes et lors d'interviews, et j'ai été agréablement surpris de constater dernièrement que ce terme a été repris dans certains médias, mais malheureusement sans me citer et sans l'expliquer. Le constat est facile à faire. Les groupes druidiques imposent quasiment tous les mêmes types de tenues à leurs membres lors des cérémonies. Le vêtement représente alors l'appartenance au groupe ou à un sous-groupe ou une catégorie désignée par une couleur et ou des accessoires, bien évidemment. Euh, je vais partager avec vous un premier visuel. Le voici. C'est la cérémonie de Foss au Pays de Galles et c'était en juillet 2017 où j'ai accompagné une délégation bretonne. Donc nous voyons bien les trois ordres et toute une symbolique étalée de façon ostentatoire dans une cérémonie qui n'a rien de spirituel mais qui est culturelle. Nous y reviendrons tout à l'heure. Voilà. Euh, le fait de porter une tenue et symbole, et des symboles donne une place spécifique à la personne qui les porte dans les cortèges, les cérémonies, les présentations publiques. Ce ne sont parfois que des brassards de couleurs ou des rubans, ou encore des symboles aux couleurs symboliques, qui illustrent la place de chaque membre. Ma recherche doctorale ayant porté essentiellement sur les druidistes bretons, ceux-ci me serviront d'exemple comme les Gallois majoritairement, notamment à travers un récit chronologique, colonne vertébrale du druidisme. Ce qui est aussi logique puisque le bardo-druidisme est arrivé sur le continent depuis le Royaume-Uni, par la Bretagne, à la toute fin du XIXe siècle. Mentionnons de suite, et ce afin de ne plus revenir là-dessus, les membres d'un groupe qui s'appelle l'Ancient Order of Druids, que vous voyez ici sur l'image partagée.
que je vais reprendre immédiatement. Alors, partager l'écran, excusez-moi. Voilà, partager sur cette image. Voilà, où nous voyons ces personnages de Laodé qui sont en C et avec des fausses barbes. Alors, cette communauté, elle est mutualiste, elle n'a rien de spirituel, elle n'a rien de religieux. Elle a été fondée par Henry Earle à Londres en 1781 et c'est aujourd'hui le mouvement druidique le plus répandu au monde et celui qui a le plus de membres, mais il n'est pas spirituel, comme je l'ai dit, et n'a aucune revendication, ne porte aucune revendication identitaire et ou culturelle. Revenons donc à la Gorsaise de Galles, si vous voulez bien, ici. C'est le groupe bardo-druidique le plus ancien, fondé en 1792, et lui se positionne sur le champ culturel et de la valorisation du patrimoine gallois. C'est le groupe bardo-druidique aujourd'hui qui compte le plus de membres dans cette catégorie. Il a un impact à la fois médiatique et culturel au Pays de Galles et au-delà, puisqu'il fut un des piliers de la construction interceltique au XIXe et XXe siècle, et en est encore un des représentants les plus puissants. Nous voyons sur cette image l'ordre des ovates en vert. On en devient membre en réussissant le premier des 2 examens de la Gorsaise. Le bureau de la Gorsaise peut décider aussi de nommer des membres honoraires en reconnaissance de services rendus au Pays de Galles. C'est l'ordre des novices, de personnes étudiant les sciences ou ayant un métier en lien avec les sciences, les études de la nature, ou l'enseignement aussi. L'ordre des bardes, en robe bleue, comprend les linguistes, les musiciens, des gens de lettres. C'est un bleu ciel symbolisant la paix et la tranquillité, selon Delwyn Miles, dans son ouvrage The Royal Estates Force of Wales. On en devient membre en réussissant l'examen final de la Gorsaise. Peuvent également postuler ceux dont les études ont été sanctionnées d'un diplôme de gallois ou de littérature galloise ou des diplômes en musique. L'ordre des druides, en robe blanche, domine les 2 autres. Cet ordre est réservé à ceux que le bureau de la Gorsaise entend honorer, à cause de leur contribution à la littérature, à la musique, à l'enseignement, à la science ou aux arts au Pays de Galles. C'est le blanc de la vérité, de l'allégeance de leurs travaux et recherches à l'art avec une majuscule et à la science avec une majuscule, toujours selon Delwyn Miles que j'ai déjà cité. La devise de la Gorsaise, Ygwir Enerbin Ebit, en français la vérité à la face du monde ou contre le monde, que j'ai prononcé en gallois, est attachée à cet ordre, non aux 2 autres. La vérité, avec une majuscule ici, blanche pure comme la couleur immaculée des robes ou des sets des druides. Précisons que la robe de l'archidruide, que vous voyez ici au premier plan devant son trône, est tissée d'or et d'aspect blanc nacré. Quant à ses régalias, elles sont de bronze et d'or. Il n'y a donc là aucune allusion à la fonction sacerdotale du druide antique, mais uniquement à ses fonctions savantes. Les fonctions culturelles et artistiques, parfois aussi médicinales, étant assurées par les bardes, même si l'aspect religieux est plus ou moins présent selon l'archidruide en place. La durée de l'archidruidica est de 4 ans dans la Gorsaise de Galles. L'ensemble est surtout symbolique et hiérarchisé, presque folklorique. Notons que les membres ne se qualifient pas de druides, bardes ou ovates, mais de membres de la Gorsaise, et si nécessaire, précisent leur ordre d'appartenance. Delwyn Miles nous renseigne aussi sur l'origine et la symbolique des tenues portées par les membres de la Gorsaise. Il cite un rapport contemporain qui explique qu'elles ont été dessinées en 1896 par le professeur Herkomer, qui crée des uniformes aux couleurs symboliques. Il n'y avait pas auparavant d'unité dans les tenues des membres, même si globalement des essais étaient portés, mais sans règle précise, laissant la place parfois à quelques extravagances. Je peux vous en montrer une ou deux d'ailleurs, ces extravagances-là. Nous avons ici une des tenues qui a pu être portée. Ici, c'est William Price, par exemple, qui a porté aussi cette tenue. Donc, ça laissait de la place à l'extravagance. Et nous avons ça aussi, ça date 1900, des années 20 ou des années 30. Nous voyons ici un bon de commande, en fait, ou une publicité de présentation pour la tenue des membres de la Gorsaise, donc qui est arrivée
assez tardivement. Hop, pardon, je m'avance un petit peu avec l'image qui vient d'apparaître et je m'en excuse. Voilà. Toute cette technique. Les créations d'Aircomer sont donc dans l'air du temps. C'est en effet la période où se construisent les romans nationaux, nimbés de romantisme, où l'on cherche des images références, illustrant des archétypes qui, eux, représentent des valeurs ou des caractères ethniques. Pensons aux Gaulois moustachus, Vercingétorix représentés sous les traits de Napoléon III, les Germains et les Vikings au casque ailé ou à cornes, costumes de Doppler pour la pièce L'anneau des Nibelungen de Wagner en 1876. Le code symbolique que je vous ai présenté du Pays de Galles, lui, est toujours d'actualité, bien sûr, puisque la photo que je vous ai présentée n'a que 5 ans et rien n'a changé depuis cette période-là. C'est un code qu'on peut retrouver dans d'autres groupes druidiques, comme la Gorsesse de Bretagne, dont s'affiche ici aussi une photo. Nous voyons ici au milieu le grand druide de Bretagne accompagné du grand barde des Cornouailles, puisqu'en Cornouailles, il n'y a que des bardes, ni druides, ni ovates. Voilà. Tous les groupes druidiques qui se sont créés après la Gorsesse, dissidents ou pas, ont adopté, pour la très grande majorité, ces tenues-là aussi. Parfois, les sais sont remplacés par des braies blanches, perçues comme des tenues se rapprochant plus de ce qui était porté par les druides antiques. Mais d'ailleurs, que savons-nous des tenues des druides antiques? Ce sera mon deuxième point. Dans les textes gréco-latins, les informations concernant les druides varient et sont parfois confuses. César, Strabon, Pomponius Mela, Ammien Marcellin, Diodore de Sicile, Lucain, Dion Chrysostome, Tacite, etc., etc. Si nous savons à travers ces textes qu'ils avaient un grand pouvoir au sein des tribus gauloises, pouvoir qui décline au fil de l'âge de fer, dans différents domaines, nous ne savons presque rien de leurs prérogatives religieuses. Le mot druide rassemble en fait une variété de fonctions et nous pouvons donc le définir comme étant le qualificatif d'une caste intellectuelle et religieuse. Les auteurs romains les décrivent aussi de façon biaisée. En effet, les druides, pour eux, doivent être détruits afin d'assurer la victoire de Rome. Il y a là une dévalorisation a priori des valeurs des autres, les barbares. De plus, le manque d'informations à leur sujet amène les auteurs antiques, grecs comme romains, à les comparer à d'autres sacerdotes et savants du monde antique méditerranéen qu'ils connaissent, et je précise aussi qu'ils connaissent parfois si peu. Il y a eu des druides dans les autres territoires vus comme celtiques, non pas seulement en Gaule, mais les témoignages sont parfois tardifs, des chronologies, des légendes, de la poésie. À part Tacite, qui mentionne des druides sur l'île de Mona, Anglesey aujourd'hui, au nord du Pays de Galles, leur mention dans les textes gallois reste tardive. Et l'image évolue vers un Merlin Merlin qui intègre la littérature arthurienne au Moyen-Âge. C'est l'image du barde qui, elle, s'ancre dans l'histoire par leur présence continue dans les cours britanniques. Quant aux récits irlandais, ils évoquent les druides et la description de leurs prérogatives qui correspondent plus à celles de mages. C'est d'ailleurs ce terme que nous trouvons dans quelques textes archaïques irlandais. Plus donc des mages que des prêtres, des diplomates, des scientifiques ou des politiciens. Leur évocation tardive est possiblement due aussi à la rédaction tardive des textes ou au fait qu'aucun autre témoignage écrit antérieur au IXe siècle de notre ère ne nous soit parvenu. La meilleure description physique d'un prêtre gaulois revient à Pline l'Ancien et date de 77 de notre ère. Sa description est probablement la plus proche de ce qu'ils ont pu être, même si le témoignage est de seconde main, parce que Pline l'Ancien, dans son histoire naturelle, reprend des textes antérieurs et probablement il a lu et il a repris plus de 500 textes qu'il compile. Donc, ces informations ne sont pas du tout à jour. Je le cite en français. Un prêtre vêtu de blanc monte sur l'arbre et coupe le gui avec une serpe d'or. On le reçoit sur une saie blanche. La saie est un drap, non pas un vêtement, qui lui n'est pas décrit. Il n'y a aucune information sur le vêtement ou d'autres accessoires ou symboles que le prêtre aurait porté, à part la serpe d'or, qui probablement est une saie extrêmement bien taillée
bien aiguisé, bien poli en bronze, puisque les Grecs aussi parfois qualifiaient le bronze très bien poli d'or. Et puis, l'or est un métal mou et ne coupe rien. C'est extrêmement symbolique. Il n'y a pas de précision autre que la couleur du vêtement. On dit que c'est un vêtement blanc. Et on ne sait pas si c'est un vêtement spécifiquement rituel pour cette cérémonie ou porté au quotidien par un officiant, puisque c'est un prêtre. Ce n'est pas un druide qui monte à l'arbre. Tacite parle des druides à d'autres moments et il les cite, il traduit le mot comme mage. Druide, pour lui, est une caste, un terme généraliste, et mage lui semble plus approprié, bien sûr. Voilà. C'est lui aussi qui amène sur le devant l'idée que druide vient d'un mot grec qui signifie le chêne, et cette erreur va perdurer pendant des siècles. Voilà. C'est aussi lui, Pline l'Ancien, qui suggère que les pratiques druidiques, je le cite en français, ont franchi l'océan et pénétré jusqu'où cesse la nature. Fin de citation. C'est-à-dire aux limites du monde connu qu'il nomme Bretagne. Les druides auraient donc migré avec leurs tribus ou s'y seraient réfugiés face aux décisions des empereurs. Je pense à Tibère notamment. Ils y auraient donc apporté leurs pratiques là où elles n'existaient pas auparavant, ou alors où elles étaient différentes, d'où le fait que leur mention soit tardive. Leur présence dans les cultures celtiques d'outre-Manche a pu se faire au fil des siècles ou décennies de contacts et d'influences sur des territoires où il y avait d'autres sacerdotes, assimilés ou pas aux druides. Si César, bien avant Tacite, mentionne que l'île de Bretagne est le foyer originel des druides, il n'apporte aucune preuve et surtout il présente l'île comme une future zone à conquérir, à civiliser, en la débarrassant de ceux qu'il considère comme trop influents et comme de véritables théocrates violents. C'est dans cette continuité que se situe le texte de Pline. Nous ignorons tout ou presque donc des pratiques religieuses des druides antiques. Il y a donc tout à créer ou à imaginer, ce qui alla de pair avec la construction de l'image générale des Celtes ces derniers siècles. La présence du druide fut généralisée à une Celtie imaginaire, aux contours géographiques et temporels flous. Le druide devint lui aussi ce personnage à la fois flou, aux définitions multiples. Il fit rapidement figure d'incontournable représentant des populations celtiques antiques et il lui fut même accordé par John Aubrey d'avoir célébré dans Stonehenge, temple érigé pour leur cérémonie, puisque Aubrey écrit un ouvrage et il mentionne dans ce texte des Templa Druidum, donc Templa Druidum, qui sont pour lui les temples des druides. Et je vais partager avec vous une image issue de l'ouvrage de Aubrey. Voilà. Donc, il qualifie de Stonehenge Templa Druidum. Évidemment, c'est une grosse erreur scientifique, mais à l'époque, il n'avait pas assez d'informations et de connaissances pour avoir d'autres conclusions. C'est suite à ce qualificatif de temple druidique, que l'idée de cérémonie dans des cercles de pierre va faire son petit bout de chemin. Et on retrouvera ça à partir de 1792 à Londres, lors de la fondation de la Golseth de l'île de Bretagne par Iolo Morganwg, Edward Williams dans le civil. Puis, ce rituel dans les cercles de pierre sera adopté par la Golseth de Bretagne et par de très nombreux autres groupes druidiques par la suite. Je ne peux pas passer à côté du Druid Order, qui est le premier groupe philosophique et spirituel druidique. En fait, à l'origine, c'est une loge franc-maçonne celtique qui est née à Londres dans cette émulation scientifique et spirituelle que furent les clubs d'Oxford, comme la Royal Society ou le Club des Antiquaires. Et ce groupe a été fondé en 1722 par William Stuckley, qui a été l'élève
de John O'Bray, que je viens de citer, et qui était l'ami de John Toland. John Toland a écrit un ouvrage, le Pantheisticon, où il décrit le panthéisme en tant que spiritualité, en tant que philosophie et tous les rituels qui vont avec. Toland a étudié aussi les druides et a écrit des lettres pour le mécène qui finançait ses recherches, puisque ce mécène s'intéressait aux druides. Toland, en 3 lettres, a simplement résumé toutes les connaissances qu'il avait à l'époque sur les druides. Il n'a jamais réclamé de titre de druide, il n'a jamais affirmé en être un, et il n'a jamais non plus dit avoir fondé un groupe druidique. Puisqu'en effet, quand il fonde un groupe en 1717, c'est plus une réunion de style symposium, où on discute de philosophie, on boit et tout ce qui va avec. Et ça donnera aussi naissance au Hellfire Club, très connu de cette période. Et c'est à la mort de Toland en 1722 que son ami et membre du groupe Stuckley en fait, pour le coup, le premier groupe druidique, mais sur lequel nous n'avons absolument rien jusqu'en 1909, puisque la tradition du Druid Order raconte que les archives ont été brûlées dans un incendie, mais personne ne connaît la date et personne ne connaît le lieu de l'incendie. Juste que ce groupe va vraiment devenir une référence aussi, puisqu'il va accueillir dans ses rangs en 1909, et c'est celui qui va vraiment relancer le mouvement. Il s'agit de MacGregor Reid, qui lui est un transfuge de la Golden Dawn. Golden Dawn, c'est ce groupe occulte, notamment on est sorti Aleister Crowley. Donc voilà, je partage avec vous cette image d'une cérémonie dans Stonehenge au tout début du XXe siècle, menée par MacGregor Reid, lui aussi avec les tenues qu'il considérait comme appropriées. Nous voyons ici, en fond de cette image, MacGregor Reid sur la droite avec une tenue recouverte de nombreux symboles occultes ou ésotériques. Mais alors, l'origine des Seth et de ce personnage du druide, d'où vient-elle concrètement? Quand a-t-elle été créée? On continue de remonter le temps et nous arrivons en 1676. Voilà. 1676, c'est le moment où Ailed Seims publie un ouvrage sur l'histoire ancienne de l'île de Bretagne qui inclut des images. Seims, dont vous voyez ici à l'écran un des extraits, cette image du druide, qui est la première image du druide de l'époque moderne, a été inspiré par un autre auteur. On est dans une période où on pique des idées à d'autres, on les interprète et surtout on cherche à illustrer, à donner une image de ce personnage sur lequel on ne sait pas grand-chose. Et comme je l'ai déjà dit, il y a donc tout à imaginer. Alors, la représentation du druide qu'il fit, figurée dans l'ouvrage, a retenu l'attention évidemment des érudits et spécialistes des Celtes et des Gaulois, bien évidemment. J'ai cette citation-là. J'ai l'écran. Je vais partager avec vous cette citation de Seims. Voilà. Où il indique donc que des statues ont été trouvées dans ce qu'il considère être les ruines d'un monastère en forêt noire, en Bavière. Qu'un personnage à cette époque-là, qui s'appelle Conrad Keltis, a fait un rapport sur ces statues trouvées. Et il y en a notamment une qui est décrite par Keltis et qui est reprise par Seims. On nous dit qu'il y avait 6 statues. Et la description indique que cette statue portait une capeline avec une capuche, voilà, une longue barbe
et un livre dans une main et ce qui semble être un bâton de Diogène dans l'autre, qui faisait 5 pieds de long. Si Keltis ne fait qu'une description écrite, Symes, lui, va dessiner le personnage dont il est question pour illustrer la partie de son ouvrage dans laquelle il évoque le druide antique. D'ailleurs, l'ouvrage de Keltis n'a jamais été publié avant le XXe siècle, donc se pose aussi la question de savoir comment Aeled Symes a pu avoir connaissance du manuscrit. C'est cette image du druide qui va perdurer, celle que Symes va proposer, bien évidemment, dans son ouvrage et celle qui va influencer toutes les autres à la suite. Cette image que je repartage avec vous. Il fallait, pour Symes, les gallomanes, puis les celtomanes et les romantiques, conserver l'image d'une proximité avec la nature, d'une primitivité transmise par les textes antiques, gréco-latins, mais aussi faire porter à ce druide une barbe, symbole de sagesse, de lui donner un aspect tenant à la fois du mendiant, de l'ermite, du errant, de celui qui vit de peu et se consacre au travail intellectuel et spirituel. Pourquoi ? Parce que c'est l'image que les érudits voulaient avoir des druides antiques. Compromis fut donc trouvé dans cette tenue, lacet blanche, parfois la capeline, avec la barbe blanche, la serpe, le livre ou le bâton. Un des spécialistes britanniques du renouveau païen celtique, Ronald Hutton, a confirmé cela en 2009, cette volonté des celtomanes de vouloir représenter ainsi le druide. Il fallait que ce qu'il appelle Druid for the Modern British, voilà, ces modernes britanniques voulaient avoir un druide tel qu'il est représenté par Symes. Il leur convenait parfaitement. Mentionnons tout de même que ce livre porté par le druide est éminemment symbolique. N'est-il pas mentionné dans de nombreux textes gréco-romains, maintes fois repris, que les druides interdisaient l'écriture, même s'ils la maîtrisaient, et mettaient en avant ce qui deviendra plus tard l'art de la mémoire? Voici donc comment, maintenant, au fil des décennies, l'image du druide s'est transmise et est parvenue jusqu'en Bretagne en 1900. Je vais donc vous montrer quelques images du druide au fil des siècles, par ordre chronologique, depuis la fin du XVIIe siècle jusqu'au tout début du XXe. On voit bien ici la reprise du personnage dessiné par Symes sur les bases donc, de ces statues trouvées dans des ruines dans un monastère de Bavière. Ici, cette image du druide dans son chêne et à l'arrière-plan, à droite, nous voyons des chrétiens venir convertir les Bretons. Ici, c'est une illustration du passage que j'ai mentionné tout à l'heure, ce druide montant donc dans l'art, pardon, ce prêtre, puisque c'est bien un prêtre dans le texte, ce n'est pas un druide, qui cueille du gui et qui est recueilli dans une saie blanche. Encore une autre image, mais vraiment reprenant la même thématique. J'en viens maintenant à des images peut-être un peu plus connues, comme celle-ci, par exemple, qui se base non seulement sur ce qu'on a pu voir auparavant, mais aussi sur la tenue de l'archidruide de Galles, avec notamment le plastron ici, et tout un tas de symboles sur lesquels nous pourrons revenir, mais ce n'est pas le cœur du sujet. Nous voyons ici encore une fois un druide en saie blanche avec cette barbe au pied d'un arbre et s'appuyant sur une harpe. Ici, bien sûr, nous arrivons chez Gustave Doré et ses illustrations. Ici, un druide ayant sacrifié un humain. Voilà. Une autre image frisant le grotesque ici, qui est peut-être la première représentation, je crois, d'un druide par Gustave Doré. Et enfin, celle-ci, Viviane, au pied de Merlin. C'est toujours Gustave Doré, mais vous voyez comment on interprète différemment le druide selon le texte qu'on a aussi à illustrer.
Encore une image de ce 19e siècle, du druide coupant le gui, toujours sur ce passage devenu extrêmement célèbre. L'assemblée des druides, là on crée aussi une image de mélange de textes, puisqu'on a évoqué dans certains textes gréco-latins aussi des cérémonies, des rassemblements druidiques en forêt, notamment la célèbre forêt des Carnutes, et on mélange donc cette assemblée-là et la cérémonie du coupage du gui, sur laquelle on pourra peut-être aussi revenir, mais en fait, c'est un rituel qui fait partie d'une plus grosse cérémonie, possiblement. Ce serait la partie religieuse d'une intronisation royale. Alors, arrivons donc maintenant dans notre Bretagne du début du XXe siècle, ce que j'avais déjà mentionné, Monsieur Price et ses extravagances, je ne vais pas revenir dessus. J'en viens maintenant à Taldir Jaffrenou, donc ici représenté dans une tenue traditionnelle, celle du pays de Quimper. Il a été grand druide de 1927 à 1953, et lui s'est fait, avec d'autres, le transmetteur de l'influence des bardes gallois. Puisque nous trouvons dans un de ses ouvrages de 1900 une image où il est fait mention d'un druide aussi dans un texte. Je vous partage cette image, la voilà, page 5 de son ouvrage Andelendir, en breton, bien évidemment, la harpe d'acier. Et voilà comment il présente le druide, avec une saie, une barbe, bien sûr, on a maintenant l'habitude, un plastron copié sur celui de l'architurite de Galles et cette grande épée, dite l'épée d'Arthur, qui est une copie de celle utilisée dans les cérémonies galloises. Alors, pourquoi cette influence? Eh bien, parce que Taldir Jaffrenou, avec quelques autres, a été reçu en 1899 par la Gorcesse de Galles et il a été fait barde avec quelques autres. Et quand ils reviennent en Bretagne, ils souhaitent fonder aussi une Gorcesse, et c'est ce qui va être fait en cette année 1900 à Guingamp, lors de fêtes traditionnelles organisées par le premier parti politique breton, l'Union régionaliste bretonne, dont tous ces gens font aussi partie. Il n'y a, pour le coup, rien de vraiment religieux, puisque Taldir, comme les autres, sont plutôt catholiques. Donc, quand je dis qu'il n'y a rien de religieux, il n'y a aucune revendication spirituelle païenne. Au départ, il y aura quelques membres de la Gorcesse qui vont, eux, étudier la symbolique, vont faire des comparatifs avec les symboles utilisés dans leur groupe druidique, vont faire des comparatifs avec la Kabbale, par exemple, ou diverses influences, vont recevoir l'influence de la théosophie déjà à l'époque, mais ça ne va pas vraiment influencer ce groupe druidique jusque dans les années 1930. Voilà. On a donc, encore une fois, cette image du druide qui a traversé les siècles, qui est arrivé jusqu'en Bretagne et qui illustre ce texte aussi, qui est une sorte d'appel au combat de Taldir, qui décrit ce barde, ce druide, pardon, Bars cous au Tugen Clésé Arzur en breton, donc un barde, un vieux barde qui porte l'épée d'Arthur. Alors c'est intéressant puisque depuis tout à l'heure je le mentionne comme druide, mais lui le mentionne comme barde, puisqu'à l'époque, même s'il y a le blanc du druide, qu'il se qualifie de druide pendant leur rituel, qu'il y a un grand druide de Bretagne, eux-mêmes se considèrent comme bardes, c'est-à-dire des acteurs culturels et littéraires avant tout. Voilà. Mais ce n'est pas Taldir Jaffrenou qui va porter en premier cette C druidique dans le groupe. C'est un de ses amis, le nom de famille est Lajat, qui apparaît le premier en public, vêtu d'une C, lors d'une représentation d'une troupe de théâtre en breton, à côté de Morlaix, dans le Nord Finistère, en 1900. Et il y a eu un échange de lettres entre le grand druide de l'époque, Jean le Fustec, son nom de grand druide, Léménique, et ce personnage, Lajat. Il écrit qu'il a porté cette C, selon la recommandation du grand druide, à la séance, je le cite, d'il y a 8 jours, devant plus de 1200 personnes qui l'ont acclamé. Fin de citation. Il dit bien
que les spectateurs l'ont acclamé, non pas qui m'ont acclamé. Les spectateurs ont bien acclamé sa tenue, sa sais. Humble, il place le symbole de ce vêtement au-dessus de son propre ego, qui aurait pu se gonfler de cette ovation. C'est bien le symbole, la sais, déjà reconnu comme le vêtement des bardes et des druides dans l'imaginaire collectif breton. Mais relativisons en recontextualisant. La sais est portée, présentée lors de l'entracte d'une représentation théâtrale. N'est-ce pas là un nouveau costume, celui d'un nouveau rôle qui fut présenté? N'est-ce pas cela qui fut acclamé? Un échange de courrier entre ce personnage, l'Ajat et le grand druide, atteste finalement du brouillard dans lequel la Gorsaise avançait sur ce sujet. Le grand druide ne sait pas s'il doit porter le même vêtement que l'archidruide de Galles, si on doit broder d'or sa tenue, etc., etc. Et cette sais, finalement, la première qui a été faite, a été passée aux autres membres du groupe pour poser pour des photos. Il existe des clichés devenus cartes postales faites par le photographe Amonique, qui était un sympathisant de la Gorsaise. Et on peut trouver encore, possiblement dans des vides-greniers, dans des collections, etc. Mais vous les trouvez aussi sur Internet. Donc, ces photos de ces premiers bardes de la Gorsaise de Bretagne. Et c'est en fait la même tenue qui est portée par tous et qui est à peine adaptée. Mais dans le cadre de leur cérémonie, finalement, peu souhaitent porter cette tenue. Taldir Jaffrenou, qu'on a vu tout à l'heure, lui, il souhaite vraiment porter son costume de Quimper. Pour lui, c'est ça la tenue traditionnelle bretonne, la tenue traditionnelle d'un barde. Je précise tout de suite que ces tenues, de toute façon, ne sont nées qu'au cours du XIXe siècle. La tenue portée par Taldir. Voilà. Il y a même des démissions quand le grand druide demande aux membres du groupe de porter lacet pour les prochaines cérémonies. Puisqu'attention, en 1900, il n'y a pas eu de cérémonie. C'est vraiment qu'une réunion de ces bardes qui font de la Gorsaise. En 1901, ils vont tenter justement de faire une cérémonie, mais ça n'aura pas lieu puisqu'il y a trop de démissions. Et le port de ce vêtement qui deviendra sacerdotal pose déjà question, puisque le membre de la Gorsaise et célèbre auteur breton Le Gothique écrira, je le cite, qu'ils ont l'air d'avoir été surpris par quelques catastrophes nocturnes et de s'être enveloppés précipitamment dans leur rideau de lit. Ils démissionnent. Et, comme je le disais, on n'a pas témoignage d'une cérémonie de cette année-là. Il faudra attendre l'année suivante, 1902, pour avoir une petite cérémonie qui se tint entre les menhirs de Carnac. La cérémonie est symbolique, elle est encore liée à un congrès du parti politique URB. Mais c'est la première fois où des sais furent portés dans un but rituel, pour une cérémonie considérée comme bardo-druidique, comme le faisaient les Gallois depuis des décennies. Mais les bardes qui ritualisent là sont extrêmement peu nombreux, une dizaine ou à peine plus. L'usage de lacet s'impose finalement pour tous les membres, puisque le grand druide demande officiellement par courrier à ce qu'ils aient des sais à chaque cérémonie, mais que ce ne soit pas la même sais qui soit portée pour les photographies, par exemple. Mais cela paraît compliqué, puisque en 1933, Taldir Jaffrenou, devenu grand druide, il l'impose concrètement et il dit que tous devaient la porter lors des cérémonies sous menace d'exclusion. Donc ça veut dire que même si nous avons des clichés qui existent, des cérémonies entre 1902 et 1933, il arrive que beaucoup n'ont pas encore leur sais et on le voit sur des clichés. Certains ont leur tenue traditionnelle, etc. Et peut-être seuls les membres du bureau, ceux qui ont une fonction importante dans les cérémonies, portent la sais. La sais s'impose donc sur le continent après avoir été adoptée au Royaume-Uni et devient concrètement la tenue du druide. Elle fait le lien entre l'imaginaire collectif et ses structures initiatiques qui, elles, sont bien réelles. Mais elles alimentent aussi cet imaginaire dans un jeu de miroir. Chaque groupe, parfois chaque pratiquant, cherchant à se différencier des autres par l'ajout de symboles, par une adaptation des couleurs, etc., illustrant la diversité du druidisme.
J'arrive maintenant à ma dernière partie où je vais parler de tenue sacerdotale, de costume, mais aussi de persona. La grande majorité des groupes druidiques du monde portent cette tenue, même si quelques, ouvrez les guillemets, Gaulois réfractaires, fermez les guillemets, portent des braies, puisqu'elles leur paraissent être plus proches des tenues qu'ils pensent avoir été portées par les druides antiques. Mais le druide et sa représentation physique est une construction qui relève en grande partie de l'imaginaire, mais qui relève aussi de la construction identitaire. La structuration du phénomène est la même pour toute construction de ce type. Combler les vides d'une tradition avec ce que l'on trouve pour les combler, influencés par les biais cognitifs, les biais de confirmation, les limites imposées par l'imaginaire collectif, les archétypes vivant dans l'imaginal, je fais référence à l'imaginal corbinien, les références de notre société, les interprétations de données extraculturelles, voire extra-civilisationnelles, faites par un esprit occidental limité par sa culture et la structure de sa pensée. Accent fut mis sur la tenue, la c'est, par ceux souhaitant l'illustrer, lui donner une réalité physique, voire sacrée, comme on l'a vu à travers les différentes images que je vous ai présentées. Le druide comme maître de cérémonie. Or, nous n'avons aucun témoignage antique qui nous dit que les druides dirigeaient les cérémonies. Ils dirigent la religion, mais ils ne dirigent pas les cérémonies. Ce sont des prêtres officiants. On a même des textes qui nous informent que ce sont plutôt les vates ou ovates qui font aussi l'art de la divination, mais qui sont les officiants des cérémonies, des rituels. D'ailleurs, cette image le montre, on voit bien dans cette image des 4 portraits des anciens habitants de Grande-Bretagne. Nous avons donc l'ancien calédonien, donc écossais, l'ancien breton, le picte et le druide à côté, comme s'il était un habitant particulier, comme s'il y avait eu des tribus entières de druides. Mais on voit bien le côté spirituel ou cérémoniel qui ressort, comme dans cette image, une des plus connues que j'ai pu présenter. Accent fut mis donc sur cette tenue pour lui donner une réalité physique et sacrée. Le représenter avec le trop peu d'informations transmises par les textes anciens. Il fallait aux bardes bretons, même de tradition catholique, montrer leurs différences culturelles face à la Troisième République française et l'État, création d'un parti politique et d'un groupe culturel qui n'avait pas vocation religieuse ou spirituelle. Il leur fallait donc des tenues afin d'être reconnus dans le paysage culturel, de créer un lien vestimentaire aussi avec les Gallois, puisque la Gorçaise de Bretagne a été créée grâce à la Gorçaise de Galles, bien évidemment. Et nous voyons sur cette image le grand druide de Bretagne, Morgan, en cérémonie du Gorçaise d'Igor, avec sur la gauche le représentant de l'archidruide de Galles et à côté de lui le grand barde des Cornouailles. Voilà, dans une forme d'interceltisme qui prend de plus en plus en Bretagne une teinte spirituelle au cours du XXe siècle et spirituelle païenne. Voilà. Il fallait aussi affirmer qu'ils étaient les héritiers des druides antiques en portant ce qu'ils pensaient être les mêmes vêtements sacerdotaux qu'eux. Rappelons-nous l'apparition du barde Lajat lors de l'entracte d'une pièce de théâtre en breton en 1900. Est-ce que le public ne l'aurait pas pris pour un nouveau personnage d'une pièce? Voilà. Ce druidisme n'a-t-il été perçu que comme l'illustration vivante d'un archétype? L'ascès peut alors être vu comme une sorte de déguisement, de masque, une persona, qui n'est qu'un ensemble de compromis entre l'individu qui porte le masque et la collectivité. Elle illustre ici ce besoin qu'a la communauté de rêver à un monde autre, tout près, à sa portée, par le biais de quelques initiés qui, eux, s'ils dépassent réellement leur identification, peuvent aller se promener peut-être vers un autre monde. Mais ce rôle n'est finalement qu'un amalgame confus de références oscillant parfois entre la bande dessinée, le romantisme celtique, l'héroïque fantasy ou la fairy face. C'est un schéma mobile, avec des agencements individuels, singuliers, des strates dans l'imaginaire collectif et individuel, des archétypes. Le druidisme
est un véritable territoire imaginal, vécu et considéré comme celtique, rendant possible l'accès à tout un entremonde où se croisent les spiritualités, les symboles, les archétypes, ce que l'histoire y a mis et ce que chaque myste y a mis aussi et qui a pu se développer. Chacun, dans l'imaginal druidique, construit son processus de devenir, avec une finalité comptant parfois plus que le processus lui-même, dans une sorte de ce que Adler appelait le Göttlichkeit, ressembler à Dieu, dans une recherche d'accès à un niveau supérieur, de savoir et de connaissance, dans une optique transcendante, ou découvrir le divin en se découvrant soi-même à travers un processus initiatique. Ces pratiquants du druidisme créent une nouvelle sacralité et conséquemment une nouvelle tenue représentant leur fonction. Cette motivation s'illustre aussi par un changement de nom dans le cadre de la persona revêtue, référence à un animal totem, un élément naturel, une origine géographique, un personnage mythologique, bref, les pratiquants y mettent un peu d'eux-mêmes, de leur moi idéalisé. Le port de lacet comme vêtement rituel illustre concrètement ce changement d'identité dans l'espace-temps qu'est la cérémonie ou dans le rapport de l'individu à la communauté spirituelle, voire à la communauté élargie dans le cadre de son affirmation d'appartenir à une marge sociétale. Depuis plusieurs décennies au moins, le druidisme n'est plus seulement un militant culturel gallois ou breton, un littéraire ou un simple amoureux de la nature. Le XXe siècle a vu évoluer le mouvement druidique et la création de groupes aux références moins chrétiennes, voire plus du tout, et se tourner vers les mythologies irlandaises, galloises, la tradition bretonne, vers aussi parfois des traditions plus nordiques, et dans les groupes les plus récents vers des références New Age, extraculturelles, élargissant le champ des possibles et du bricolage. Mais une chose a perduré, la tenue. Dans cette démarche de revêtir ce vêtement, le myste devient alors donc autre chose, un réel acteur de sa propre hiéro-histoire, de son repositionnement dans le cosmos, par aussi son bricolage. Les groupes le font aussi de façon plus collective, prendre ce qu'il faut ailleurs pour boucher les trous de sa propre tradition, ce qui manque, ou alors aller vérifier ailleurs si ce qu'on fait correspond à une spiritualité païenne, druidique, holistique, naturaliste, etc., etc. Finalement, entre réalité concrète et imaginaire. Le but pour beaucoup est donc de revendiquer être par la tenue, plutôt que devenir, qui peut de toute façon se faire sans tenue. La renaissance rituelle au fil de l'initiation fait d'eux des nouveaux êtres, avec donc un nouveau vêtement, un port de nouveaux symboles. Je retiendrai aussi que les croyances agissent comme un moteur qui pousse la personne à agir, à se comporter en conformité avec elle-même et son projet de vie, l'image qu'elle souhaite renvoyer d'elle-même à un collectif élargi. Être druide ou druidiste ou toute autre appellation du registre de ces nouveaux mouvements religieux pour soi-même et face aux autres. Et revêtir donc une tenue adéquate qui habille l'être, ses croyances et son évolution, et qui lui permet de s'affirmer tel druide ou druidiste auprès donc de cette communauté élargie. J'approche de la conclusion, juste une dernière chose, notre société est en quête du druide, mais elle ne peut pas le définir, mais elle en a besoin, comme un appel d'un âge d'or atemporel, illustrant une volonté de réenchanter le monde. Cet âge d'or devient ici une celtique qui n'a d'existence que dans l'imaginal, elle est atemporelle. Son représentant, le druide, devient lui aussi un être fantasmé, idéalisé, qui existe dans l'imaginal et qui trouve une voie concrète dans les groupes, les cérémonies, les pratiques rituelles, la mise en place d'une liturgie et visuellement par cette tenue et ces symboles qui sont portés, bien sûr. Dans cette démarche, bien évidemment, et je citerai René Guénon avant de conclure, lui ne conseillait de ne pas, je le cite, copier ou reconstituer purement et simplement ce qui exista, mais de s'en inspirer pour l'adaptation nécessitée par les circonstances. Fin de citation. Si pour lui, il y a une tradition occidentale, c'est là qu'elle se trouve, dans cette démarche intellectuelle et, je le cite encore, non dans les fantaisies des occultistes
et les pseudo-ésotéristes. Fin de citation. Une sorte de situationnisme spirituel que j'ai abordé dans ma thèse, qu'a abordé aussi Michel Maffesoli, un hic et nunc, qui est la cérémonie, pour laquelle l'officiant, le pratiquant, se pare de son vêtement sacerdotal, changeant à ce moment son statut et sa place au sein du cosmos. Je conclurai en disant que la question du religieux, de la resacralisation du monde, est au cœur de la postmodernité. C'est un religieux en pleine recomposition dont le druidisme est une illustration propre à un territoire vu comme celtique. Le mouvement druidique s'est construit ses propres doctrines, et si les groupes sont arc-boutés sur celles-ci, d'autres cherchent à les faire évoluer. Si l'arrière-plan de l'évolution du mouvement en Bretagne fut pendant plusieurs décennies une affirmation régionaliste puis nationaliste, cela évolua avec la poussée d'un paganisme, puis de la culture New Age. Et c'est par cette mouvance plutôt païenne, paganiste, que d'ailleurs des rituels vont être créés, vont être mis en place pour les solstices, les équinoxes et les 4 fêtes celtiques qu'on connaît, mais qui ont été uniquement mises en place à partir de 1983 dans la Gorcesse de Bretagne, et ça va être suivi par tous les autres groupes. Il y a un groupe breton qui a avant pratiqué quelques rituels entre les années 1950 et les années 1980, mais extrêmement rare, la Creden Geltiek. C'était vraiment par à-coup pour ces fêtes-là, les 4 fêtes celtiques, les solstices et les équinoxes. La première trace d'une fête païenne du solstice d'hiver date du solstice d'hiver 1938. On pourra en reparler. Et dans les mêmes années, fin des années 30, un premier mariage célébré par une personne se qualifiant de druide, mais qui ne faisait pas partie de la Gorcesse ou d'un groupe officiel, mais qui a pu influencer d'autres groupes par la suite. Donc on voit que c'est assez tardif finalement l'entrée du paganisme dans le druidisme et la mise en place de ces cérémonies qu'on connaît tous aujourd'hui. Les théoriciens du druidisme développèrent des concepts métaphysiques symbolisant la recherche de liens avec le divin et le cheminement de l'âme. Je pense à des gens comme Jean Le Fustec, Paul Ladmirault de la Gorcesse, qui a écrit une énorme lettre au grand druide au début du XXe siècle, qui n'a jamais été publiée et que j'ai eu la chance d'étudier. Et on voit toute l'influence de la Kabbale et des études occultes qu'a pu faire Paul Ladmirault. C'est ça aussi qui insuffla de la religiosité au mouvement druidique, en parallèle avec le développement de références plus païennes que je viens de citer, refoulant un christianisme aux frontières de la pensée druidique, dans le cadre de tous ces groupes ésotériques et initiatiques, bien sûr. L'ensemble permit l'élaboration d'un nouveau rapport au sacré. Cette tenue, ces rituels, ces symboles et artefacts sont le fruit de l'histoire du mouvement et de référentiels considérés comme celtiques par les pratiquants et inscrits dans l'imaginaire collectif. Ce sont les soutiens matériels de ce développement. Mais cette postmodernité religieuse n'est pas institutionnelle. En ce qui concerne le druidisme, il n'existe pas de clergé druidique reconnu par les institutions civiles ou par l'ensemble des groupes. Elle est individualisée, déthéologisée. Et si beaucoup considèrent qu'elle est dédogmatisée, il existe tout de même des dogmes, comme la transmigration des âmes, par exemple, ou parfois un compute temporel propre au groupe druidique. Voilà, des choses qui sont inchangeables, inamovibles dans la pensée ou les croyances des groupes. Les druidisants et druidistes projettent leurs envies, leurs pratiques, leurs idéaux sur des peuples et des cultures d'un passé fantasmé, parfois remontant au néolithique et même au-delà. Ils placent ainsi leur tradition comme une entité atemporelle traversant les âges et les civilisations, se représentant donc dans une même logique de pratique que leurs prédécesseurs revendiquaient. Aux yeux du grand public, ils seraient les représentants ou derniers avatars d'un passé lointain, flou et fantasmé qui attise la curiosité. Ce seraient aussi les éventuels héritiers de ces populations dites celtiques ou gauloises, et ils pourraient représenter un lien recherché avec un héritage historique que l'on souhaite utile à une reconstruction ou une construction identitaire. Redéfinissant les termes druide et druidisme, faisant fi des avancées scientifiques, ils font aussi vivre une représentation para-historique ou ahistorique, eux qui souhaitent pourtant s'ancrer dans l'histoire, présentent en assemblant les éléments interprétés et jugés convenables d'un passé, eux qui souhaitent réenchanter le monde en commençant par eux-mêmes, ce qui fait du druidisme, à mes yeux, la parfaite illustration d'une tribu postmoderne. Je vous remercie de m'avoir écouté et je suis à votre disposition pour ce jeu des
questions-réponses. Merci beaucoup, Grégory. Donc, on va lire les questions pour voir qui c'est qui veut commencer. Voilà, il y a une question sur le néo-druidisme irlandais. Ce n'est pas le territoire géographique sur lequel j'ai travaillé, mais j'ai une collègue, Jenny Butler, de l'Université de Cork, qui, elle, a travaillé sur, alors pas spécifiquement le néo-druidisme, mais le néo-paganisme irlandais. Voilà. Avec toutes ces cérémonies aussi qui reviennent pour Samhain, pour Beltane, etc. Elle a travaillé dessus. En contestation, ça fait... ouais. En fait, en effet, le néo-druidisme irlandais, alors il existe, mais il est arrivé un petit peu tard. Oula, je suis perturbé par ces jolis commentaires sympathiques. Je vous remercie beaucoup. J'ai quand même assez bafouillé, fait quelques répétitions, vous ne m'en voudrez pas. Donc, revenons au néo-druidisme irlandais. Donc, alors, il s'est construit en parallèle du druidisme, du bardo-druidisme de la Gorcès de Galles, puisque la Gorcès de Galles accueille tous les ans des représentants des pays celtiques, mais il n'y a pas de Gorcès irlandaise, puisque les Irlandais voient de toute façon la Gorcès de Galles comme un foyer de protestants au service de la couronne. En fait, c'est assez intéressant puisqu'au départ, Iolo Morganwg en 1792 a fondé la Gorcès de Galles dans un esprit franc-maçon contre la couronne britannique. Donc, c'est intéressant de voir comment ça a évolué. Et aujourd'hui, la Gorcès de Galles, pour ses grandes cérémonies annuelles, a une autorisation de la couronne. La reine Élisabeth a été initiée en 1947 dans la Gorcès de Galles. Et donc, le néo-druidisme irlandais s'est monté en parallèle. Alors, il est peut-être beaucoup plus païen que le bardo-druidisme gallois, mais c'est aussi une réaction. Voilà. Il y a besoin de resacraliser le monde. Il y a besoin, pour une partie de la population de ces cultures occidentales, de se resituer dans le cosmos, comme j'ai dit, et se situer dans le cosmos, ce n'est pas uniquement dans l'univers sur Terre, c'est aussi directement dans la société dont on fait partie, la société avec ses références. Alors, pour contrer les références peut-être de l'Église chrétienne, qui a commis beaucoup Grégory, justement, d'atrocités. Oui. j'ai posé cette question par rapport, justement, j'ai l'impression que chaque création, comment dire, est très marquée par son époque. Et justement, là, et on voit que ce druidisme, par rapport à ta thèse, est très marqué justement par l'influence franc-maçonnique de cette théosophie aujourd'hui qui a disparu du champ intellectuel. On n'en parle plus trop, effectivement. Il y a d'autres mouvements, d'autres auteurs qui passent. Et je pense que le néo-druidisme irlandais, comment se place-t-il? Se place-t-il uniquement dans les textes ou parce qu'il y a eu la Wicca en Grande-Bretagne aussi? Et paradoxalement, l'armorique n'a pas connu vraiment la Wicca, cette influence. Donc, on est vraiment dans des influences aussi internes et historiques. Oui, ça dépend le territoire et ça dépend ce qu'on trouve sur le territoire et ça dépend comment la population de ce territoire vit aussi sa spiritualité ou sa religion. Là, avec le néo-druidisme irlandais, il y a une opposition à l'Église celtique puisque les gens ont besoin d'une nouvelle spiritualité qui les représente et qui représente leur vie d'Irlandais du XXIe siècle. Voilà, tout simplement, avec ce qu'il y a comme vécu. Donc, il y a tout à construire. La Wicca en Bretagne n'a pas trouvé sa place, tout simplement parce qu'il y a autre chose sur le territoire breton pour nourrir ou pour avoir nourri pendant la fin du XXe siècle. La Wicca, c'est début des années 60 que ça a été créé par Gerald Gärtner. Il y avait autre chose qui se mettait en place. Et aujourd'hui, il y a aussi cette différence entre le religieux vécu en France, avec toute la législation qui va avec, etc., l'histoire du rapport entre la société, le religieux, l'État et le religieux. Et en Grande-Bretagne, la Wicca a des bureaux dans les universités britanniques. Des groupes druidiques, néo-druidiques, ont des bureaux dans les universités britanniques. Il y a des confédérations néo-druidiques qui sont reconnues comme mouvements caritatifs par l'administration britannique. En France, on n'a pas cette reconnaissance législative ou cette reconnaissance juridique. Donc, ça joue beaucoup, bien évidemment, mais on a
cet attachement au territoire et à l'histoire du territoire. Est-ce qu'une population veut revendiquer un moment sur le territoire? Et c'est ça aussi qui est fascinant parce que ça laisse la place à beaucoup de créations. Il y a une autre question. Merci. Il y avait une question un peu plus tôt, justement, de Sulwen Lagalade qui disait que c'était être par la tenue me paraît réducteur, notamment pour les groupes païens. Alors, j'ai pu lire ta thèse, enfin, une partie de ta thèse, donc tu es très, très large. Effectivement, là, tu as axé en tout cas, ta communication sur la tenue. Mm-mm. Il y a d'autres choses. Donc, est-ce que ça te paraît réducteur ou pas alors? Euh, C'est la tenue, elle a été fixée aussi à une époque, elle est conservée enfin, elle alors, conserve du 19e. en fait, j'ai peut-être pas été clair, hein. C'est vrai que c'était sur la dernière partie de ma présentation ce soir. Être par la tenue, euh, c'est une affirmation. Quand on porte un vêtement, c'est pour sa propre représentation dans la communauté. Surtout quand on porte un vêtement qui peut être vu comme sacerdotal, qui peut être vu comme symbolique, qui peut être vu et compris de façon complètement différente selon qui le voit et selon le moment. Si on porte une saie de druidiste ou de barde pendant une cérémonie, personne ne va être surpris. Si on se promène dans la rue avec, évidemment, va y avoir quelque chose dans le regard des gens, dans le rapport de l'autre à celui qui porte. Donc, on est du verbe être. On est par la tenue parce qu'on se représente comme ça. Parce que la personne qui le porte se sent ainsi. Après, ce n'est pas juste ça. Il y a des groupes druidiques où il y a des initiations et on ne peut porter la sève druidique qu'à partir d'un certain niveau d'initiation. Voilà. Il faut avoir franchi des étapes. Donc, on devient quelque chose par le souhait de porter une tenue, mais on est, toujours du verbe être, quelque chose quand on la porte. J'espère que j'ai apporté un peu plus de clarté à ça. Alors, effectivement, si je peux me permettre, quand on voit dans enfin, comment dire, des affaires publiques dans les journaux régionaux en Bretagne, on voit que souvent les druidistes se font identifier par la tenue. Ils arrivent en tenue justement pour être identifiés comme tels, effectivement. C'est important. Voilà. Alors, il y avait une question sur les différences dogmatiques entre les communautés druidistes ou des variantes. Oui, alors on a évidemment la colonne vertébrale historique, hein, Gorcès de Druid Order, Gorcès de Galles et Gorcès de Bretagne. En Bretagne, en tout cas, c'est par là qu'est arrivé le druidisme sur le continent, on va dire, puisque de la Gorcès de Bretagne est née, ou lors d'une cérémonie en 1927, la Gorcès des Gaules, qui était dirigée par Phileas Lebègue. Et elle a duré jusqu'en 1943. Et à partir de 1943, quand le bègue est décédé, je crois, cette année-là, il y a une personne au moins qui a revendiqué être l'héritier spirituel de Phileas Lebègue et a fondé un autre groupe druidique. On a eu aussi depuis les années 60 l'Obode qui a pu s'implanter, etc. Mais la colonne vertébrale, on a vraiment les Gorcedo et des groupes qui ont été dissidents, comme le petit groupe en 1936 qui va fonder un journal qui va s'appeler CAD, qui veut dire combat en breton. Ça va devenir en 1946 la Creden Geltiek, qui va aussi avoir une vie mouvementée avec des dissidences, etc. Et qui va aussi amener, pour le coup, plus de paganisme et plus de rituels proprement païens dans le paysage druidique. Donc, c'est ce qui fait toute son importance. Donc, en effet, on a vraiment plusieurs branches. On a des groupes qui naissent ex nihilo, voilà, comme Druvidia, par exemple, qui s'est rattaché à un ordre des druides, qui est un organisme français, une fédération française. On a des groupes qui ont essayé aussi de se lier, de créer des confédérations, mais à chaque fois, il y a un problème quand il s'agit de voter pour savoir qui sera le chef. Voilà, une guerre d'ego aussi là-dedans. Et les variantes particulières, ça peut être sur les tenues, ça peut être sur les rituels, sur les cérémonies. On a des groupes qui vont réussir à fêter les solstices et les équinoxes, par exemple, le jour même de ces moments-là, mais on va avoir des groupes qui vont choisir le dimanche le plus proche, puisque notre calendrier civil laisse un dimanche globalement férié pour faire ce qu'on veut, et en l'occurrence des cérémonies. Et on va avoir aussi des groupes qui vont fêter les 4 fêtes celtiques à des moments communs, mais peut-être avec un jour de décalage ou avec des rituels spécifiques. Mais bon, ça, je
Je ne vais pas rentrer là-dedans, ça va me prendre trop de temps, mais il suffit de pianoter un petit peu sur Internet pour s'apercevoir des différences. Il y avait une autre question, le néo-druidisme n'est-il pas la célébration de l'immanence par rapport aux autres religions qui célèbrent la transcendance du sacré? Là, ça dépend comment chaque groupe présente son rapport au religieux, son rapport à l'initiation, la place qui est laissée à chacun aussi dans ses croyances et ce que le groupe peut proposer. Donc là, je ne peux pas répondre, mais par contre, je peux rebondir sur le terme de néo-druidisme, puisque pour moi, le druidisme est né donc, au début du XVIIIe siècle avec le Druid Order et William Stucley, est devenu une forme de bardo-druidisme au Pays de Galles, est arrivé sous la forme du bardo-druidisme en Bretagne et s'est redéveloppé sous forme de druidisme, c'est-à-dire plus spirituel, plus religieux au cours du XXe siècle. Et ce que je vais appeler, moi, dans ma thèse de doctorat, le néo-druidisme, c'est plus ces groupes plus récents, nés dans les années 80, 90, 2000, pour lesquels il va y avoir une influence New Age ou théosophique ou extra-culturelle qui va être beaucoup plus importante et où l'aspect celtique ou celtisant du druidisme va finir par baisser et dans certains groupes ne plus exister. Donc on va avoir l'usage du mot druidisme pour des choses qui n'ont plus aucune référence celtique ou quasiment plus de référence celtique, bien évidemment. Donc c'est plutôt ça que je vais appeler néo-druidisme. Connaît-on des témoignages de druidisme à l'ouest de l'Europe entre la fin du druidisme antique? Non, après, enfin, je dis non. Il y a toujours des traditions qui traversent les âges. Je pense au culte des fontaines en Bretagne, par exemple, les multiples saints bretons, qui ne sont finalement peut-être une forme de polythéisme. Parcourez la campagne bretonne, voyez toutes ces chapelles, à côté de laquelle il y a toujours une fontaine, quasiment tout le temps, des arbres, des pierres. Vous avez un saint local qui est représenté avec des attributs, avec des symboles, très souvent aussi avec un animal. Vous avez aussi le nom du saint qui peut faire référence à quelque chose d'extrêmement ancien, d'antique. Donc, on va voir sous le vernis chrétien probablement des traditions. Alors de là à parler de druidisme, puisque c'est un mot aussi, comme je l'ai dit, pour moi, le druidisme, c'est à partir du début du XVIIIe siècle. Il n'y a pas de druidisme dans l'Antiquité, il y a les pratiques des druides. Il y a autrement la religion des Celtes ou des Gaulois, comme il y avait la religion des Grecs, des Romains, des Égyptiens, etc. Voilà, le druidisme, ce n'est pas une religion antique, c'est quelque chose qui a été créé au début du XVIIIe siècle et qui évolue depuis. Mais qu'est-ce qu'on a? On a des pratiques, bien sûr, dans certaines campagnes, comme je l'ai dit, les saints bretons, spécifiquement à la Bretagne, mais je pense que ces pratiques-là, on les a ailleurs. Il y a assez de petites chapelles locales dans toute l'Europe. On va avoir toujours le légendaire, les contes qui traversent le temps grâce aux bardes au Pays de Galles, aux conteurs, aux troubadours, aux trouvères, etc. On a toujours ces traditions-là aussi, mais purement des pratiques religieuses héritées de l'Antiquité, à part le culte des fontaines ou à certaines pierres vues comme sacrées. Je pense à Gazegven, à Le Cronan dans le Finistère, par exemple, ou même avec la prégnance du christianisme, il y avait encore des rituels qui étaient faits, ou aux fontaines, les troménies ou les pardons en Bretagne, qui sont aussi possiblement, mais là je laisserai plutôt Joël Asquad répondre sur ce sujet-là. Peut-être, je peux intervenir. Julien Monoir est souvent vu comme le fossoyeur du druidisme. Alors vraiment, c'est fantasmé. Est-ce que Julien Monoir a vrai vu des druides ou est-ce qu'il a inventé ces sabbats? Donc c'est un jésuite au XVIIe Ouais. siècle qui croit voir des sabbats partout en Bretagne et donc il lutte contre le diable. Ben, c'est juste que si l'Église, si le pape a jugé bon d'amener des jésuites en Bretagne, c'est que possiblement il trouvait peut-être que le christianisme romain, en tout cas sa version du christianisme romain, n'était pas assez implantée. Et je pense aussi à Michel Le Noblette, au Père Maunoir ou des gens comme ça, avec le sermon sur la montagne du Père Maunoir. Pareil, il y aurait des sabbats, comme tu dis. On joue à des jeux interdits, on boit, etc. Donc, en fait, est-ce que ce sont vraiment des traditions druidiques ou païennes, ou est-ce que c'est simplement des pratiques sociales qu'avaient des populations un peu éloignées des dogmes de l'Église et pour lesquelles les jésuites font un grand retour? Je rappelle aussi que Rome doit se repositionner et c'est l'époque où justement on a ce qu'on appelle en Bretagne les taulenu, donc ces tableaux
qui sont présentées comme des bandes dessinées par justement ces pères jésuites qui effraient les populations et qui présentent l'enfer comme un lieu d'atroce souffrance et qui doivent présenter l'enfer et en conséquence ce que ne doivent pas faire les bons chrétiens pour ne pas finir en enfer, donc pour ne pas être des païens. De là à Mais dire alors, qu'il est-ce y avait que Julien des Maudoir druides, n'invente non. pas un ennemi invisible parce que tout d'un coup, il utilise une voyante qui voit des sabbats parce qu'a priori, enfin, il n'y a pas d'autres personnes qui imaginent ces sabbats. Donc lui, il les voit à travers sa voyante. Est-ce qu'on n'invente pas l'ennemi, enfin l'ennemi des jésuites, évidemment? Si, on s'invente des ennemis. Il se cherche des ennemis pour asseoir sa forme d'évangélisation, si on peut parler comme ça, comme César reprend des textes d'avant lui pour critiquer les druides et inventer des sacrifices humains, voilà, comme d'autres feront après sous l'Empire. Voilà, on invente des pratiques barbares pour justifier l'élimination de cette caste, bien évidemment, et justifier des conquêtes. Donc les jésuites reprennent en fait cette technique, je pense. Voilà. J'ai d'autres questions, j'essaye de les suivre. Le druide a des attributs qui le caractérisent. Est-on forcément un druide si on porte une scie blanche? Non, ça dépend les groupes. Voilà, il y a des groupes pour lesquels il y a aussi une forme d'égalité, d'équité. Donc, tout le monde peut porter une scie blanche. Il peut y avoir juste des symboles qui changent ou le positionnement de chacun lors des cérémonies ou les responsabilités. Est-on un druide? On peut être je sais pas, un apprenti. Certains utilisent le mot mabinogue pour les apprentis. On peut être un impétrant ou un disciple, etc. etc. Donc non, on peut porter la scie blanche sans être un druide. Finalement, les philosophes grecs portaient aussi tous un vêtement blanc, les sénateurs romains à peu près, les tribuns romains. Donc voilà, c'est peut-être quelque chose à voir aussi avec la parole, le fait de parler, de s'exprimer, faire le lien entre le divin et parler au divin pour le reste des humains. Il y avait une question, quelle influence de John Toland et du panthéisme? Très bien, le panthéisme, c'est ce qui va être quand même à la base de beaucoup de, je ne vais pas dire de rituels, mais comment dire, un certain rapport aux religieux, aux faits religieux de John Toland. Moi, je le vois comme un des pères des sciences des religions, que j'ai abordé aussi dans ma thèse, et sous un angle d'ailleurs plutôt québécois par la religiologie. Et l'influence de John Toland et du panthéisme, c'est simple. Toland, il reprend des choses qui ont été vues avant lui. Il est influencé par Spinoza, par exemple, entre autres. Et toutes les notions de macrocosme, de microcosme, de lien entre l'un et l'autre, etc. Et c'est ce qui va, on va dire, faire naître aussi son premier groupe, qui n'a pas de nom, celui qu'il fonde en 1717, puis ça va être repris par Stucley, comme je l'ai dit, en 1722, qui va lui injecter vraiment quelque chose de celtique là-dedans et d'initiatique. Et Stucley va reprendre les théories panthéistes de John Toland, qui aujourd'hui sont des références dans les groupes druidiques. Alors, c'est intéressant parce que tout au long du 19e siècle, avec l'évolution de la Gorcesse de Galles, voire même les débuts de la Gorcesse de Bretagne, jusque dans les années 30, 40 ou 50, on ne parle plus vraiment de panthéisme. Mais avec l'arrivée du New Age, le panthéisme va revenir au goût du jour dans les spiritualités dites druidiques, comme la théosophie, mais on va trouver des liens aussi entre la théosophie donc de Madame Blavatsky et le panthéisme de Toland, toujours ces influences macrocosme, microcosme, la place de l'individu dans l'univers, dans le cosmos, de faire partie d'un tout. Nous avons du divin en nous et nous faisons tous partie du divin. C'est une des théories du panthéisme sur la migration, la transmigration des âmes aussi, etc. C'est des choses qui reviennent régulièrement dans les recherches que j'ai pu faire sur le druidisme. Une autre question, est-ce que selon tes recherches, on peut comparer la religion des anciens Celtes à une forme d'animisme? Là, je ne saurais pas me prononcer, je sortirais de mon domaine de compétences. On a très très peu de choses sur les pratiques religieuses des Celtes et des cérémonies tenues par les druides et leurs officiants. Après, on peut faire référence peut-être aux témoignages qu'on a sur les descriptions des divinités celtiques gauloises, par exemple, et des pratiques qui
peuvent être liées. Peut-être que l'archéologie aussi nous révélera dans les temps à venir plus de choses. On a trouvé évidemment des temples gallo-romains, Fanum, mais on sait aussi que ces temples ont été construits souvent sur d'anciens temples gaulois, entre guillemets purement gaulois. Ils ont aussi des choses à nous apprendre sur les pratiques, sur la forme des temples, etc., sur leur place dans la société, ce genre de choses. Après, on sait que dans tout sanctuaire des druides, il y avait un bosquet. Et quand on a des textes qui nous disent que les druides allaient officier dans les bois, c'était le bosquet du sanctuaire, ils n'allaient pas traîner les centaines ou les milliers de personnes de leur communauté au fin fond de forêts sombres. Ça demandait une logistique qui n'avait pas lieu d'être. On sait que les Gaulois étaient un peuple éminemment urbain et en même temps agricole, avaient développé une grande agriculture. Finalement, les petits bosquets sont vraiment d'abord ceux des sanctuaires. On a aussi ce rapport à la nature qui revient très très souvent, mais je ne pourrais pas en dire plus, je sortirai de mon domaine de compétences. Je suis les questions. Alors, y a-t-il des femmes druides? Eh bien, il n'y en avait pas. Voilà, c'est simple, dans l'Antiquité, il n'y en avait pas. On n'a aucun texte qui nous en parle, on a juste des textes tardifs qui nous parlent de devineresses, qui ont été consultées même par des empereurs romains, qui étaient en guerre, du côté de la Gaule-Belgique, sur le Rhin, etc., qui en ont rencontré. Mais c'est tardif, c'est-à-dire qu'on est déjà à la fin du 1er siècle de notre ère ou au 2e siècle. Donc ça veut dire qu'en Gaule, il y a possiblement encore des druides dans les tribus gauloises, mais ils sont cachés. Et au fur et à mesure des siècles, ils vont aussi se mêler aux premières communautés chrétiennes, je pense notamment à l'Irlande et l'île de Bretagne. Mais dans tous les cas, ce qu'on va appeler des druidesses, on va en avoir, mais on s'aperçoit que ce n'est pas un rôle religieux, c'est vraiment un rôle de divination. Voilà. Puisque de Et toute alors, façon, l'attaque de l'île de Mona, les Romains disent qu'ils voient des femmes faire des imprécations contre eux. c'est les druides, je crois, qui font les imprécations, et les femmes, elles poussent des cris. Voilà, donc on n'est pas dans le même rôle ou la même fonction. Voilà, les druides prient font des incantations, et les femmes se trouvent à crier, à hurler, à montrer une forme d'hystérie pour faire peur à l'ennemi. C'est ça le but, c'est vraiment faire peur euh, aux légionnaires. C'est aussi possiblement peut-être une forme de transe. Voilà. Mais dans ce cas-là, elles n'ont pas non plus le qualificatif de druidesse. Elles sont peut-être des officiantes qui ont pratiqué un rituel les ayant menées à la transe, qui va amener à un autre état psychique, censé faire d'elles autre chose que des femmes, avec tout cet aspect hystérique qui est mis Parce en que avant, qu'on peut retrouver. Boudica est une reine, et donc on voit que les femmes en Grande-Bretagne ont accès aux postes de pouvoir. Oui, elles ont accès aux postes de pouvoir dans la civilisation celtique. Elles peuvent mener des batailles. Boudica mène la guerre puisque son mari a été tué, c'était lui le chef. Elle aussi a souffert, leurs filles ont souffert, et donc elle va se venger. Elle prend la place de son mari, bien évidemment. Mais cette prérogative, en tout cas religieuse, de la caste des druides, on n'a pas de témoignage de femmes. Après, rien n'empêche qu'on ait des prêtresses au service de tel sanctuaire, de tel temple, de telle divinité, bien sûr. Parce que si je prends l'histoire catholique, le catholicisme méditerranéen va effacer le rôle des femmes près des personnages importants, effectivement. Et Saint Paul, un juif romain, va critiquer la femme de façon très véhémente, et on voit que ça va influencer toute l'histoire. Et donc, on voit qu'il y a un effacement total du rôle de la femme. Alors, après, je ne sais pas vraiment s'il y avait plus de rôle à cette époque ou quoi, mais on voit des volontés, effectivement, du pouvoir romain, qui est un pouvoir patriarcal méditerranéen très, très fort, qui est vraiment misogyne total, enfin, total qu'on voit encore aujourd'hui d'ailleurs, hein, et qui tombe des fois dans une sorte de mauvaise foi par rapport au rôle de la femme. Ah oui, Donc, je suis complètement d'accord, surtout qu'on a des témoignages du 1er siècle de notre ère de Palestine qui indiquent bien que des femmes ont mené des messes. Donc, c'est dans les premières décennies, ça s'est fait. Il y a des témoignages de cela. La place de la femme dans les sociétés celtiques, elle est différente. Faut quand même pas oublier qu'on est quand même dans une société antique. Mais oui,
il y a des lois après qui vont découler. Si on étudie les lois irlandaises, les lois d'Île-de-Bretagne, etc., sur les conditions d'héritage, de mariage, on sait qu'en Irlande, un homme peut se marier à plusieurs femmes, une femme à plusieurs maris, mais tout ça, ce sont des contrats matériels. C'est pour mettre en valeur des terres, pour partager des troupeaux ou pour valoriser des troupeaux, justement, ce genre de choses. Et au bout d'un moment, de 3, 6, 9 années de mariage, ou en tout cas de vie en commun avec un contrat, et ben, la partie du contrat, une partie du contrat, l'homme ou la femme, repart avec ses biens, plus les bénéfices qui ont été faits à partir de ces biens. S'il y a eu tant de bêtes qui se sont reproduites, tant d'argent gagné, tant de biens gagnés, elle repart avec. Donc, on a quelque part ces droits d'héritage aussi. On voit bien qu'on a pu avoir dans toute l'histoire de l'île de Bretagne et après des royaumes de cette île et du Royaume-Uni, la place des femmes dans le pouvoir, la place des femmes dans le pouvoir aussi en Bretagne, en tant que duché, etc. Donc, ouais, il y a un comparatif à faire, si ça n'a pas déjà Donc, été fait, sur l'histoire des femmes celtes, mais vraiment à travers l'histoire et dans les pays considérés comme celtiques. en tout cas, on n'est pas victime d'une histoire faite par les Romains. Il y a d'autres auteurs antiques du Nord, en tout cas, ne confirment pas une place des femmes, Non. enfin, comment dire, une place en tout cas, de druidesse. Donc. Non, non, juste des devineresses, mais on utilise le mot druidesse, ce qui montre aussi que le terme druide, il est utilisé peut-être par les Romains avec mépris, justement, dans leur regard, dans leur rapport à la femme, justement, peut-être appeler une femme druidesse, pour eux, c'est aussi quelque chose de méprisant, sachant que la fonction de druide, normalement, normalement, selon les édits romains d'interdiction, elle a disparu. Donc, comme le druide est vu comme quelqu'un de sauvage qui faisait des sacrifices humains, qualifier une femme de druidesse, c'est vraiment pas, je pense, par ceux qui l'appellent comme ça, un honneur. Voilà. Alors, il y a des femmes druides aujourd'hui. Oui, oui, bien sûr, il y a des femmes druides aujourd'hui dans les groupes. Depuis les débuts de la Gorcesse de Bretagne, on a des femmes qui sont d'ailleurs accueillies au départ en tant que membres d'honneur, des bardes, des bardesses et druidesses. Et aujourd'hui, évidemment, tous les groupes sont ouverts à cela. Il y a vraiment une égalité des sexes. Voilà. En ce qui concerne le nombre de druides en France, je ne saurais pas dire. En Bretagne, il y en a entre 200 et 250. On multiplie par 10 avec le nombre de sympathisants. Et ça change souvent. Voilà, parce qu'un groupe peut changer de nom, des groupes peuvent se lier, etc. etc. Ouais. Alors, Derry en Irlande du Nord s'appelle Doire en gaélique, qui veut dire bosquet, un lieu où les druides se rassemblaient. Ben, ou pas, parce qu'un bosquet, c'est juste un endroit où il y a des arbres. Voilà. Après, on a appelé bosquet certains groupes druidiques, comme on a pu appeler loge ou covent, des choses comme ça. Donc, il faudrait fouiller s'il y a vraiment des traces dans la toponymie de ce genre de choses. Le terme de boundary apparaît pourtant dans les anciens textes. Oui, de femmes. Alors, attention, est-ce que druid est vu là comme druide, donc femme druide, ou est-ce que druid n'est pas juste le qualificatif d'une grandeur? D'accord, druides, le très savant. Donc, est-ce que bandrui, là, je ne saurais pas dire, mon vieil irlandais n'est pas très bon. Bandrui, est-ce que ce n'est pas une femme d'importance, une grande femme qui a une place spécifique dans la société? Est-ce que c'est la femme druide ou c'est la femme qui a des prérogatives de druide? Voilà. Je demande à M. Gorda d'intervenir, s'il peut, Ouais. pour compléter son propos, mais je n'arrive pas à réactiver son son. Bon, M. Gorda, n'hésitez pas à réactiver le son et démarrer la vidéo pour peut-être compléter votre question. Bon, ça ne marche pas, je suis désolé, hein, j'essaye, mais... Ouais. La bandrui, ouais, là, c'est pareil, on a peut-être une appellation qui est tardive aussi. Je ne saurais pas dire de quand date la première mention de bandrui dans les textes irlandais. Est-ce qu'on a aussi des textes mythologiques
ou est-ce qu'on a vraiment des textes à caractère historique qu'on peut vraiment sourcer pour qualifier ça? Est-ce qu'il y a vraiment des femmes qui ont ce statut-là, ou est-ce que ce n'est pas dans des textes mythologiques ou, euh, ou légendaires? Euh, j'ai en tête quelques extraits avec Coqueline et son initiation. Par exemple, le grand guerrier, qui est un avatar de Lugh, a été initié chez des sorcières, pas chez des druidesses, voilà, et notamment des sorcières de l'actuelle Écosse. Donc pas chez des druidesses, chez des sorcières. On avait aussi une autre question de Gorda. Votre thèse sera disponible quand et où? Ah. Alors, merci de poser cette question. Je ne sais pas quand elle sera disponible. Là, je dois rendre la version finale dans quelques semaines à mon laboratoire de recherche. Et à la suite de cela, par contre, elle sera disponible dans les bibliothèques universitaires. Donc, je ne sais pas, en format numérique probablement. Et alors, je vous avoue que je ne sais pas du tout comment ça se passe pour l'obtenir et la télécharger, s'il faut faire une demande particulière. C'est aussi possible que je la mette sur un site de type test.fr ou des choses comme ça qui existent. Je vous avoue que cette partie-là de ma thèse, je ne m'en suis pas encore vraiment occupé. Ce qui comptait pour moi, c'était vraiment la recherche et la retransmission de celle-ci dans un premier temps. Mais évidemment, il y aura aussi une édition ultérieure, donc possiblement fin 2023, mais plutôt début 2024, disons. Merci Grégory. Est-ce que vous voulez dire un mot en conclusion? Ouais. Il y a quelqu'un qui a rebondi encore sur Druides et Femmes druides de Guillaume Var en 1978, oui. Encore une fois, ça dépend quand Bandrui a été utilisé comme terme. Parce qu'en effet, ça peut être druides, mais comme je l'ai dit dans ma présentation, il y a possiblement eu une migration aussi de druides de la Gaule vers au moins l'île de Bretagne, et des communications évidemment entre l'Irlande et l'île de Bretagne. Est-ce que le terme de druides n'a pas été donné en conséquence de cette influence-là à des femmes qui avaient une place dans la société et qui n'étaient pas la même que les femmes dans les sociétés d'île de Bretagne ou de Gaule, bien évidemment, puisqu'on sait que l'Irlande a gardé beaucoup d'archaïsme et que la grande période des druides, en tout cas pour la Gaule, c'est du 7e siècle avant notre ère jusqu'au 3e, et puis après ça décline vraiment avant que Rome ne débarque. Morgane l'a fait parfois druides, oui, mais là on sort complètement de l'Antiquité celtique et de l'Antiquité gauloise, mais par des interprétations. Morgane est avant tout dans les textes la demi-sœur d'Arthur, avec toutes les déclinaisons qui vont avec et toutes les interprétations médiévales qui ont été faites dans une forme de pré-romantisme celtique extrêmement intéressant à étudier par ailleurs pour comprendre aussi tout ça. Donc, sur les druides, femmes druides, moi, je vais me mettre à chercher de quand date la première mention et dans quelle forme de texte c'est, si on a vraiment une source historique ou du légendaire. Et merci pour ces petites remarques et ces questions. Est-ce que je vais réaliser des podcasts à partir de ma thèse? Je ne sais pas encore. Actuellement, je n'ai pas vraiment le temps, mais je préfère des petites conférences pour développer des points de ma thèse, ou alors sur des sujets connexes qui me poussent justement à faire un peu plus de recherche sur des points précis et à pouvoir le partager avec un maximum de personnes. Grégory, j'ai une question aussi quant à vos recherches futures. Alors, est-ce que vous avez envie de continuer sur la lancée, puis d'élargir le sujet ou le rétrécir ou faire toute autre chose? Alors, l'élargir, déjà que ma thèse est conséquente, alors si je dois élargir le sujet est tellement vaste, tellement riche, tellement intéressant que ce n'est pas un travail à faire tout seul. Donc là, je suis en communication avec des chercheurs d'autres universités, y compris au Québec, à la Sorbonne, etc., ou ailleurs, et on va peut-être essayer de se mettre à travailler en collectif, donc pas au sein d'un laboratoire, puisque les études religieuses, en tout cas sur tout ce qui est des notions de paganisme, de druidisme, de ces mouvements
c'est souvent catalogué sous des études de groupes ésotériques ou ésotéristes, etc. Bon, là, on va voir si sur le druidisme ou le paganisme celtique, on peut vraiment fonder un petit collectif pour travailler ensemble et s'entraider parce qu'on n'est pas nombreux. Première chose. Ensuite, en ce qui concerne mon travail plus précisément, j'aimerais travailler sur quelques personnages assez curieux que j'ai rencontrés dans ma recherche, comme Paul Ladmiro que j'ai cité. Moi, j'aimerais vraiment savoir, au-delà c'est un compositeur de musique, en fait, Paul Ladmiro, et comment de compositeur de musique, on arrive à un mouvement initiatique comme la Gorsesse de Bretagne, et pourquoi, et puis surtout, qu'est-ce qu'il a fait avant qu'est-ce qu'il a vécu comme initiation, puisqu'il plonge dans la Kabbale, il plonge dans la théosophie, c'est extrêmement riche ce qu'il écrit. Il y a d'autres personnages comme le breton Lionel Radiguet, qui était aussi à la Gorsèse, qui s'en va, qui fonde soi-disant un groupe druidique, il s'auto-proclame archidruide d'Irlande et d'Île d'Ouessant, c'est fabuleux, et puis il part vivre dans le Jura sur les traces des héritiers de Saint-Colomban. Enfin, on a des personnages qui ont des vies spirituelles assez folles et des revendications qui le sont tout autant. Donc, j'aimerais m'attarder un petit peu sur eux et peut-être plus précisément aussi sur l'aspect postmoderne du druidisme avec tout l'aspect psychique ou le travail sur les symboles qu'on trouve en druidisme et pourquoi on a pris des symboles qui n'avaient rien de celtique ou si peu de celtique et qu'on a redéfini, que les pratiquants ont redéfini pour leur donner quelque chose de celtique et pourquoi ce symbole est si puissant et a autant de force pour eux, par exemple. J'aimerais travailler là-dessus aussi. Bien, merci beaucoup. Là, j'ai une question qui m'est adressée. Là, c'est un peu gênant. Bon, sur la chaîne YouTube, il y a un enregistrement où je parle de mes recherches. Donc, peut-être c'est une première piste. Et j'espère proposer des conférences. Oui, peut-être un jour. Merci beaucoup. Donc, Grégory, on va faire une petite pause là. Ceux qui veulent revenir avec nous dans 5 minutes, je vais arrêter l'enregistrement.